Un matin, ma Citroën a commencé à émettre des bruits étranges, alors je l'ai emmenée chez Dubois Auto Repair. Marcel réparait mes voitures depuis des années. Vers midi, Marcel a appelé. Au lieu de me donner le feu vert, il m'a demandé de venir pour discuter. Pas vraiment ce que j'espérais entendre. Quand je suis arrivé, Marcel m'a conduit à son bureau, l'air très sérieux. Guillaume, le moteur va bien. Juste une courroie desserrée, a-t-il dit. Mais il y a plus. Quelqu'un a touché à ta ligne de frein. Il restait à peine assez de liquide pour des arrêts normaux. Si tu avais dû freiner brusquement ou descendre l'une de ces pentes raides de Montmartre, tu aurais pu avoir un accident. Je suis resté là, abasourdi. 6 mois plus tôt, Béatrice et moi avions emménagé dans ce nouvel endroit chic. Il avait ses plafonds immenses et des tonnes de fenêtres, nichées dans des bois tranquilles près de Fontainebleau. La route principale pour y accéder était aussi assez raide. Si j'avais conduit cette voiture chez moi ce soir-là, je ne serais peut-être pas là pour raconter l'histoire. Après un moment pour me reprendre, j'ai pris la parole. Marcel, rends-moi service. Garde ça secret pour le moment. Tu l'as réparé? Non, Guillaume. C'est du sérieux, peut-être même criminel. Je dois appeler les gendarmes, a répondu Marcel, sans broncher. D'accord, ai-je dit, réfléchissant sur le vif. Et si on faisait comme ça? Prends des photos de la ligne de frein et rédige un rapport pour la police, mais attends avant de les appeler. Laisse la voiture dans ta cour arrière, et je louerai une de tes voitures d'occasion pour quelques jours. Tu as des caméras de sécurité là-bas, n'est-ce pas? Oui, a acquiescé Marcel, toujours hésitant. Voilà le deal. Celui qui a fait ça va probablement essayer de couvrir ses traces une fois qu'il se rendra compte que je ne suis pas 6 pieds sous terre. Mon pari? Il va essayer de voler cette voiture du parking dans les prochaines nuits. Je préfère ne pas impliquer les gendarmes avant que cela se produise. Nous aurons les images de sécurité à remettre quand ce sera fait. 45 minutes plus tard, j'ai garé une Renault bleue en piteux état dans mon allée et j'ai décidé de prendre le reste de la journée de congé. Mon esprit était en ébullition, essayant de comprendre qui voudrait ma mort. En tant que PDG et cofondateur de Quantum Tech, une entreprise de logiciels de 6 milliards d'euros à Paris, j'avais le pressentiment que ce n'était pas seulement à mon sujet. Quelqu'un pourrait viser toute l'entreprise. C'était le jour de congé de Marie, notre femme de ménage qui travaillait habituellement de midi à 20h, donc la maison était étrangement calme. Béatrice devait être sortie faire des courses ou à son cours de yoga. J'ai erré dans notre maison, mon cerveau en surchauffe, essayant de reconstituer qui pourrait être derrière ce désordre. J'ai appelé mon pote Jacques Petit, qui dirige la société de sécurité que Quantum Tech utilise. Sans trop dévoiler de détails, j'ai laissé entendre quelques problèmes potentiels, peut-être des affaires financières louches en cours ou une menace future pour l'entreprise. Nous avons établi un plan pour que son équipe fasse une discrète vérification de nos ordinateurs et de nos dossiers financiers. J'ai donné à Jacques un mot de passe temporaire pour accéder aux fichiers nécessaires sur mon bureau, insistant sur le besoin de discrétion sous prétexte d'un audit de routine. Ensuite, j'ai appelé Sophie, ma fidèle assistante, et je lui ai demandé d'entrer le mot de passe temporaire dans mon ordinateur pour l'équipe de Jacques. Il passerait plus tard dans la journée. Une fois cela réglé, je suis retourné à mes allées et venu dans la maison, me sentant agité et mal à l'aise. Par pur ennui, je me suis assis devant notre ordinateur familial et j'ai commencé à fouiller. J'ai essayé d'accéder aux fichiers de Béatrice, y compris ses emails, mais je me suis heurté à un mur, tout était protégé par un mot de passe. Que pouvait bien avoir Béatrice sur notre ordinateur qu'elle ne voulait pas que je voie? Mis à part quelque chose d'improbable, comme l'organisation d'une fête surprise, je ne pouvais penser à aucune bonne raison. J'ai pris note mentalement de lui en parler plus tard, essayant de ne pas sauter aux conclusions. J'étais en train de siroter un café dans la cuisine vers 16h30 lorsque Béatrice est entrée. Sa réaction était intense, pour le moins qu'on puisse dire. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Sa mâchoire est tombée, son visage est devenu pâle, et elle a dû s'appuyer contre le chambranle de la porte pour se stabiliser. « Guillaume, que fais-tu ici »
balbutia-t-elle, semblant sur le point de s'évanouir. J'ai forcé un sourire, essayant de rester léger. Eh bien, chérie, je vis ici. Tu te souviens? Elle s'est un peu reprise et s'est assise en face de moi à la table. Avec un sourire qui ressemblait plus à une grimace, elle a dit « Bien sûr, mon amour. C'est juste. Tu n'es jamais à la maison aussitôt. Et je n'ai pas vu ta voiture dehors. » Pendant une fraction de seconde, j'ai failli tout lui révéler sur l'incident du frein. Mais quelque chose m'a retenu. À la place, j'ai menti. Il y a eu un problème avec le moteur, alors j'ai dû le laisser chez Marcel pendant quelques jours. Il m'a prêté une de leurs vieilles voitures à utiliser. C'est celle qui est dans l'allée. Pourquoi ne lui avais-je pas dit la vérité? À l'époque, je me disais que c'était parce que je ne voulais pas l'inquiéter. Qui a envie de mentionner de manière décontractée « Oh, au fait, quelqu'un pourrait essayer de me tuer ». Mais plus tard, quand j'y ai réfléchi, je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre raison. Pourquoi était-elle si choquée de me voir assis dans la cuisine? Pas seulement surprise, mais complètement abasourdie, comme si c'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment que quelque chose clochait. « Oh !» répondit Béatrice, se reprenant visiblement. « Eh bien, c'est agréable de te voir rentrer tôt. Que devrions-nous faire pour le dîner? Puisque Marie est absente, tu veux sortir? » « Ça me va, » suggérai-je. « Et si on allait dans ce nouveau bistrot dans le Marais? »« Bonne idée !» s'exclama Béatrice, un peu trop enthousiaste. « Laisse-moi juste me rafraîchir, et on pourra partir. » Sur ces mots, elle sortit précipitamment de la pièce. Quelques minutes plus tard, j'entendis la douche couler. Je rinçai ma tasse d'espresso et me dirigeai vers notre chambre, pensant que je devrais enfiler quelque chose de plus décontracté avant de partir. En m'approchant, je remarquai que la porte était presque fermée. Étrangement, j'entendais Béatrice parler doucement mais avec urgence au téléphone. Pourquoi aurait-elle commencé la douche pour ensuite passer un appel? Je n'avais pas entendu le téléphone sonner, elle devait donc l'avoir composé elle-même. Je ne saisis que des bribes de la conversation. Non, Jacques, je n'en ai aucune idée. Non, bien sûr que non. Oui, il faudra. D'accord, mon chéri, au revoir. Mon sang se glaça. Elle parlait à Jacques Petit, mon ami expert en sécurité. Je lui avais donné le surnom de Jacques le Serpent à l'université et Béatrice l'avait repris. J'attendis qu'elle termine l'appel et entre dans la salle de bain. Puis j'attendis encore 2 minutes avant d'entrer dans la chambre pour me changer. J'utilisais la salle de bain d'invité pour ne pas déranger Béatrice sous la douche. Mon esprit était en ébullition. Que se passait-il, bon sang? Béatrice et mon ami Jacques pouvaient-ils être impliqués dans ce qui était arrivé à ma voiture? Malgré les événements étranges des dernières minutes, cela semblait incroyable. Béatrice et moi étions mariés depuis 8 ans. J'avais 46 ans, elle en avait 37. J'avais été marié auparavant dans la vingtaine et j'avais 2 super-enfants qui vivaient dans le sud de la France après mon divorce. J'ai rencontré Béatrice pour la première fois lorsqu'elle a visité Quantum Tech en tant que représentante commerciale pour une entreprise de support technique avec laquelle nous collaborions. J'ai été instantanément attiré par elle et j'ai rapidement organisé un déjeuner grâce à un collègue de son entreprise. Béatrice était époustouflante, grande, presque 1,78 mètres, avec de longs cheveux noirs, des yeux verts perçants, des pommettes hautes et une silhouette athlétique. Elle avait cette manière confiante de se tenir qui la faisait ressortir dans n'importe quelle pièce. Nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après notre rencontre et les choses sont devenues sérieuses rapidement. Nous nous sommes fiancés en moins d'1 an. Je suis plus âgé de 9 ans et pas un Gérard Depardieu, mais je m'en sors bien en affaires, ce qui, je pense, a plu à Béatrice. J'étais d'accord avec ça. Je voyais mon succès comme un moyen d'attirer quelqu'un comme elle. Nous avons établi un contrat de mariage qui lui assurait une somme modeste en cas de divorce dans les 20 ans. C'était ma façon de me rassurer que son amour n'était pas seulement une question d'argent. Béatrice aimait dépenser, ce qui me convenait puisque j'en avais les moyens. Elle était sociable et extravertie, me faisant toujours participer à diverses activités et rendant notre vie personnelle excitante.
Elle aimait flirter, mais elle était toujours fidèle, rentrant à la maison auprès de moi et maintenant notre vie aventureuse, de nos moments intimes aux sports extrêmes dans les Alpes françaises. Cependant, des événements récents impliquant Jacques Petit, mon conseiller habituel, ont compliqué les choses. Je lui avais demandé de passer en revue les finances de Quantum Tech, mais maintenant je doute d'avoir fait appel à lui à cause de mes soupçons. Heureusement, je n'avais rien laissé paraître concernant la voiture trafiquée. Ni Béatrice ni Jacques ne savaient que j'étais au courant de cela. Cette nuit-là a mis mes talents d'acteur à l'épreuve. Béatrice et moi avions passé une agréable soirée au nouveau bistrot, sirotant un Bordeaux exquis et échangeant des banalités. Même si j'étais mort d'inquiétude, je suis resté engagé, maintenant la conversation. Béatrice flirtait sous la table, son pied effleurant ma jambe, et j'ai joué le jeu, gardant les choses légères et affectueuses. Je pensais que la soirée se terminerait probablement dans la chambre, comme c'était souvent le cas après nos dîners à l'extérieur. J'ai décidé de me laisser aller, profitant du moment malgré mes soupçons, ne voulant pas éveiller les soupçons de Béatrice. Après le dîner, les choses se sont déroulées comme d'habitude. Béatrice a enfilé une nuisette en soie, et nous avons passé une nuit familière et agréable. Mais au fond de mon esprit, des doutes commençaient à s'insinuer. Le lendemain matin, je me suis rapidement préparé pour un voyage à Lyon, réservant mon billet TGV, l'hôtel au Sofitel et un service de voiture jusqu'à la gare de Lyon. Après un petit déjeuner de croissants et de café au lait, j'ai réveillé Béatrice, mentionnant de façon décontractée que je devais partir soudainement pour une réunion d'affaires de dernière minute, une occurrence habituelle dans mon travail. Béatrice, à moitié endormie, m'a chaleureusement embrassé en me disant en plaisantant qu'elle garderait le lit chaud jusqu'à mon retour vendredi. Pendant le trajet en voiture et en train, j'ai réfléchi à la possible implication de Béatrice dans les récentes menaces contre moi. Malgré mon désir de croire en son innocence, les doutes persistaient. À Lyon, j'ai acheté un téléphone jetable pour plus de discrétion et organisé un déjeuner discret avec Michel Durand, un ancien collègue maintenant à la tête d'une entreprise prospère, pour discuter de mes préoccupations loin des oreilles indiscrètes comme celles de Jacques Petit. À une terrasse calme donnant sur le Rhône, Michel et moi nous sommes détendus avec une planche de charcuterie et des vins locaux, en discutant de la famille et du travail. Alors que la conversation se réchauffait, j'ai abordé le sujet plus pressant. J'ai dit à Michel que je soupçonnais des problèmes chez Quantum Tech et lui ai demandé s'il connaissait une entreprise de sécurité fiable. Il m'a recommandé Sentinelle Sécurité, dirigée par Étienne Dubois, mais s'est demandé pourquoi je n'utilisais pas Jacques Petit. J'ai expliqué avoir besoin d'un intervenant extérieur et ai demandé à Michel de contacter Dubois sans mentionner mon nom. Michel a immédiatement passé l'appel et a obtenu un rendez-vous pour plus tard dans la journée. Je l'ai remercié et lui ai demandé de garder notre conversation confidentielle. Ensuite, j'ai abordé un autre sujet, lui demandant s'il avait déjà remarqué quelque chose d'étrange chez Béatrice. Michel semblait mal à l'aise et a hésité avant de partager que Béatrice avait flirté avec lui il y a quelques années, juste avant qu'il ne déménage à Lyon. Il a décrit ses avances comme plus que simplement amicales, suggérant qu'il aurait pu y avoir quelque chose de plus. Michel semblait nerveux en expliquant que le flirt de Béatrice était subtil, jamais explicite, offrant ainsi une possibilité de déni plausible. Il avait gardé le silence à ce sujet pour éviter de causer des problèmes inutiles, craignant ma réaction face à quelque chose d'aussi ambigu. Il a ensuite partagé une histoire plus troublante. La femme de Michel, Amélie, avait eu une conversation avec Rachel Thibault, qui soupçonnait son mari, Christophe Thibault, de tromper, peut-être avec Béatrice. Les soupçons de Rachel étaient basés sur les mensonges de Christophe concernant ses déplacements et des indices comme rentrer à la maison en sentant le parfum de Béatrice. Michel et Amélie avaient débattu de me le dire, craignant de causer des problèmes sur des soupçons non confirmés. Nous avons conclu notre conversation, et bien que je n'étais pas fâché contre Michel, ces récits ont renforcé mes inquiétudes quant à l'implication potentielle de Béatrice dans des problèmes sérieux au sein de l'entreprise. J'ai eu une brève conversation directe avec Étienne Dubois.
J'ai expliqué avoir besoin d'une entreprise de sécurité de premier ordre pour une affaire confidentielle sans aucun lien avec mon cercle. Dubois m'a recommandé Laure Chevalier à Marseille, louant son intelligence et la qualité du personnel de son entreprise. Il a organisé une rencontre avec Chevalier tout en gardant mon identité secrète. Plus tard, j'ai contacté Michel Durand pour utiliser sa carte de crédit afin de louer une voiture sous un faux nom pour que je puisse la récupérer à l'aéroport. Cela me permettrait de voyager sans être directement lié à moi. Après un dîner rapide au Sofitel et mon appel nocturne avec Béatrice, je me suis préparé pour le lendemain. Je me suis habillé de façon décontractée en survêtements usés et casquette de baseball. J'ai quitté discrètement l'hôtel et j'ai pris un covoiturage pour récupérer la voiture de location à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. À 21h45, j'étais garé près du bureau de Chevalier à Marseille. Laure Chevalier ne semblait pas particulièrement impressionnante au premier abord, avec sa queue de cheval négligée et sa tenue décontractée. Cependant, quelques minutes après notre rencontre, j'ai pu constater qu'elle était extrêmement intelligente et professionnelle. J'étais prêt à me confier à elle sans tourner autour du pot. J'ai expliqué à Laure Chevalier que j'avais besoin d'une entreprise de sécurité pour un projet important et hautement confidentiel nécessitant des compétences informatiques avancées. J'ai souligné que le travail était en dehors de son domaine habituel et que j'étais prêt à payer généreusement, potentiellement jusqu'à 7 chiffres en euros. Chevalier a demandé pourquoi j'avais choisi son entreprise et non Étienne Dubois, que j'avais mentionné comme référence. J'ai expliqué que passer par Dubois directement ne me permettrait pas de préserver mon anonymat aussi efficacement, en soulignant le besoin de discrétion. Après une brève discussion, Chevalier a voulu connaître l'ensemble du projet. J'ai partagé des détails sur mon rôle chez Quantum Tech, la valeur de l'entreprise et l'incident récent mettant en jeu la vie auquel je soupçonnais que Béatrice et Petite étaient mêlées. Bien que je n'ai pas révélé toutes mes sources d'informations, Chevalier a reconnu la nécessité de prudence étant donné la réputation de Petit. Elle a proposé un plan avec 2 composantes principales. Une équipe, dirigée par son expert Rémi Martinez, examinerait nos dossiers financiers et internes, tandis qu'une autre équipe dirigée par Zoé Andrieux surveillerait Petit, Béatrice et d'autres membres clés de Quantum Tech. Ensemble avec Martinez, Andrieux et Chevalier, nous nous sommes réunis pour planifier notre stratégie, Chevalier fournissant périodiquement des idées clés, me garantissant de leur efficacité. En milieu d'après-midi, j'étais en route pour Lyon. Chevalier avait accepté de travailler sur la base d'une reconnaissance de dette plutôt que d'exiger un paiement anticipé. Martinez accéderait à mon ordinateur de bureau à distance via un site sécurisé fourni par Chevalier. Je me connecterai pour télécharger un logiciel permettant à son équipe d'accéder et de copier les fichiers nécessaires, veillant à effacer toutes les traces de mon activité par la suite. Bien que ce ne soit pas infaillible, cette approche nécessiterait un expert très suspicieux pour découvrir toute malversation. Martinez prévoyait qu'il pourrait trouver et télécharger tous les fichiers pertinents dans un délai de 20 heures. La tâche d'Andrieux était de mener une surveillance discrète sur Béatrice et les autres cadres de Quantum Tech, à l'exception de Petit, qui, en tant qu'expert en sécurité, détecterait probablement toute tentative de surveillance. Au lieu de cela, son équipe analyserait discrètement leurs relevés téléphoniques et de cartes de crédit. Nous avons décidé d'installer du matériel de surveillance dans ma maison et de placer des micros dans le sac à main de Béatrice et sur son téléphone portable, des choix plus sûrs. Andrieux prévoyait de balayer ma maison pour vérifier s'il y avait des micros déjà en place lorsqu'elle serait vide, ce que j'organiserais, et ils accéderaient également discrètement au casier de Béatrice dans son studio de yoga pour y installer leurs appareils. Mon rôle était de me comporter normalement à la maison et au travail, en restant vigilant. Chevalier m'a conseillé que mes agresseurs ne passeraient probablement pas à l'acte rapidement, ayant besoin de temps pour dissimuler leur première tentative. Elle m'a mis en garde contre les prises de risques comme faire de la randonnée seule dans la forêt de Fontainebleau ou conduire seule, et a suggéré que Béatrice me conduise lorsque c'était possible, bien qu'elle ne s'attende pas à des menaces immédiates. J'ai adressé alors un sourire ironique, lui disant que je resterais prudent. Avant de partir,
Nous avons établi un plan de communication à sens unique en utilisant des téléphones jetables. J'appellerai et demanderai Sophie Chevalier, et la réceptionniste corrigerait mon erreur pour me mettre en relation avec Laure. Nous avons convenu que j'appellerai au moins un jour sur deux. De retour au Sofitel après le dîner, j'ai appelé Béatrice pour lui dire que je rentrais tôt à la maison. Elle a plaisanté sur sa solitude, et j'ai promis de réchauffer l'atmosphère bientôt. Après avoir raccroché, l'idée qu'elle puisse comploter contre moi m'a semblé surréaliste. Auparavant, je voyais Béatrice comme belle et amusante, mais égocentrique. Notre relation était basée sur des ambitions et des activités communes plutôt que sur une connexion émotionnelle profonde. Maintenant, l'idée qu'elle puisse être impliquée dans un complot contre ma vie, motivée par l'argent ou l'infidélité avec des personnes que je connaissais comme Christophe Thibault et Jacques Petit, m'a fait remettre en question tout. Pendant mon trajet en TGV de retour à Paris, je me suis préparé à agir normalement autour de Béatrice, prêt à jouer le jeu avec ce qui se passait. Pourtant, une partie de moi planifiait déjà une confrontation possible. Les retrouvailles avec Béatrice étaient intenses. Elle avait commandé des sushis de notre endroit préféré près des Champs-Élysées et m'a accueilli en ne portant qu'un peignoir en soie. Malgré les complexités, je me suis surpris à apprécier notre temps ensemble, incertain s'il s'agissait d'un amour sincère ou simplement de luxure de sa part. Nous sommes rapidement passés à la chambre à coucher, puis avons pris une douche et apprécié le dîner, retombant dans notre dynamique habituelle. Mais en dessous de la surface, mon esprit était en ébullition. Le jeudi, tout semblait normal avec Béatrice. Elle parlait de sa journée, mentionnant le yoga et le déjeuner avec des amis dans un café branché du Marais, ne laissant aucun indice qu'elle soupçonnait mes soupçons. Le lendemain, Jacques Petit m'a informé qu'il venait au bureau, probablement pour discuter de l'audit que j'avais demandé et éventuellement sonder mes motivations. Lorsqu'il est arrivé, il a mentionné de manière décontractée mon voyage à Lyon, ce qui m'a fait me demander comment il le savait. J'ai évité de poser directement la question pour ne pas éveiller les soupçons. Dans notre conversation, Jacques a signalé seulement de petites erreurs trouvées dans l'audit, sans rien de suspect. Il m'a ensuite demandé pourquoi j'avais lancé l'audit. J'ai expliqué qu'un contact avait mentionné des rumeurs selon lesquelles une entreprise technologique parisienne était confrontée à des attaques financières, ce qui m'avait poussé à vérifier que nos comptes étaient en ordre. Cela semblait apaiser toute tension de la part de Jacques. Après le départ de Jacques, je me suis rapidement connecté au site web que Laure Chevalier m'avait donné, j'ai téléchargé le logiciel nécessaire et j'ai permis à son équipe de commencer à accéder aux finances et aux communications de Quantum Tech. Je suis resté à mon bureau pour superviser le processus. Pendant que je déjeunais à mon bureau, Sophie m'a remis Le Figaro. Un titre de la page métro a attiré mon attention. Incendie suspect dans un garage automobile détruit plusieurs véhicules. L'article rapportait un incendie chez Dubois Auto Repair qui avait détruit 12 voitures et endommagé d'autres. Aucune cause n'avait encore été déterminée. Je n'étais pas surpris, soupçonnant que quelqu'un avait pu cibler ma Citroën et en la brûlant, cela cachait efficacement quelle voiture était la cible réelle. J'ai appelé prudemment Marcel, conscient des éventuels micros dans mon bureau comme Laure me l'avait averti. J'ai demandé des nouvelles de l'incendie et de l'état de ma Citroën, que Marcel a confirmé comme étant une perte totale. Nous avons prévu de nous retrouver après le travail pour que je puisse constater les dégâts moi-même. Marcel et moi avons fait le tour du terrain après l'intervention des gendarmes, discutant du possible acte malveillant. Il a mentionné une fuite d'essence d'une vieille Peugeot garée à côté de ma Citroën qui aurait pu provoquer l'incendie. Loin des éventuels micros, j'ai demandé à Marcel des images de vidéosurveillance, et il m'a révélé qu'il avait fait des copies des bandes pour moi, stockées dans son bureau. J'ai ensuite demandé à Marcel un autre service, d'envoyer les bandes de vidéosurveillance, son rapport initial sur la voiture et des photos au bureau de Laure Chevalier par coursier le lundi. Je me suis assuré qu'il répète l'adresse pour confirmer qu'il l'avait bien comprise. J'ai décidé de laisser ma voiture de location avec Marcel et j'ai commencé à utiliser le métro de manière aléatoire pour éviter tout piège. En me dirigeant vers la station de métro, j'ai rapidement appelé Laure Chevalier sous le pseudonyme de Sophie.
Laure m'a informé que Martinez avait rassemblé des données importantes à partir de l'ordinateur de mon bureau mais avait besoin de plus de temps pour terminer les téléchargements. L'équipe de Zoé Andrieux avait vérifié ma maison pour les micros, en avait installé certains, avait craqué le mot de passe de l'ordinateur de Béatrice et avait copié ses fichiers, bien qu'il ne les ait pas encore examinés. Il prévoyait de s'attaquer au sac à main de Béatrice la prochaine fois qu'elle serait au yoga. J'ai mis Laure au courant de l'incendie chez Dubois Auto Repair et de la livraison imminente des bandes et du rapport. Nous avons prévu de nous retrouver en début de semaine prochaine. Le week-end s'est déroulé étonnamment normalement. Béatrice et moi avons apprécié un samedi matin tranquille avec le petit déjeuner à la maison, une rareté puisque Béatrice cuisinait rarement. Nous étions taquins, partageant des bouchées de pain au chocolat et de croissants, une subtile vérification de ma part pour toute altération. Plus tard, à notre club de campagne à Saint-Cloud, j'ai joué au golf pendant que Béatrice attirait les regards au bord de la piscine. Nous avons terminé la journée en dînant avec des amis dans un restaurant chic du 16e arrondissement et sommes rentrés chez nous pour une nuit intime. Le dimanche, Béatrice m'a déposé au bureau sous prétexte de rattraper du travail pendant qu'elle allait à son cours de yoga. J'ai utilisé un téléphone jetable pour mettre Laure à jour, qui a confirmé que l'agent de Zoé s'occuperait discrètement des affaires de Béatrice au studio. Je me suis connecté au site web et installé le logiciel de Martinez et les laissé travailler tout en réfléchissant à pourquoi je n'étais pas plus bouleversé par la trahison apparente de ma femme et de ma meilleure amie et la possible implication de Béatrice avec Christophe Thibault. J'ai pensé que j'étais calme car je manquais de preuves concrètes et je me suis souvenu du dicton selon lequel la vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai compartimenté mes sentiments, me concentrant sur la planification de mes prochaines actions sans laisser la colère prendre le dessus tant que je n'avais pas de preuves solides. Béatrice est venue me chercher après son cours de yoga et sa séance de natation à 17h30. Nous avons pris de la nourriture libanaise à emporter pour un dîner tranquille à la maison, avons évité toute intimité, regardé quelques épisodes d'une nouvelle série de Canal+ et sommes ensuite allés nous coucher, marquant un week-end ordinaire. Le lundi a été sans incident alors que je faisais semblant d'être occupé pendant que Martinez terminait ses téléchargements. Le mardi, j'ai appelé Laure depuis un café près de la place de la Concorde pour obtenir des mises à jour. Elle a confirmé que l'incendie impliquant ma voiture était un incendie criminel, exécuté professionnellement par 2 individus non identifiés portant des cagoules de ski qui ont délibérément mis le feu à la Peugeot à côté de ma Citroën. Et les preuves de Marcel ? Seront-elles accablantes ? Ai-je demandé. Il faut convaincre les gendarmes qu'il y a eu une tentative sur ta vie, aucun doute là-dessus, répondit Laure. Mais faire le lien avec Petit ou ta femme sans plus de preuves sera difficile. J'ai réfléchi un moment. D'accord, merci. Qu'as-tu d'autre trouvé ? Martinez a terminé avec ton ordinateur, et son équipe financière soupçonne quelque chose d'embrouillé. Ils ont besoin d'un jour ou 2 de plus pour confirmer. Il semblerait que quelqu'un ait détourné de l'argent pendant environ 8 mois, commençant il y a un peu plus d'1 an en utilisant une filiale fictive. Environ 2 millions d'euros ont été prélevés, pas plus. Ensuite, ils l'ont discrètement fermé. Martinez pense qu'il peut remonter jusqu'à un ordinateur spécifique dans ton bureau avec un peu plus de temps. Y a-t-il une chance de récupérer l'argent ? Ai-je demandé. Difficile à dire, mais c'est peu probable, répondit Laure. Le mieux est d'identifier le voleur, impliquer les gendarmes et réclamer une restitution. Si l'argent a déjà été dépensé, il est probablement perdu pour de bon. Je n'étais pas content de cette nouvelle. Perdre 2 millions d'euros n'était pas catastrophique pour moi ou pour l'entreprise, mais cela m'a mis en colère par principe. Cependant, comparé à la menace sur ma vie, perdre l'argent semblait moins grave. Et qu'en est-il de Béatrice ? L'équipe de Zoé a-t-elle posé des micros et accédé à ses fichiers informatiques ? Laure éclaircit sa voix. Ça ne sent pas bon, Guillaume. Je ne vais pas te mentir. Les preuves suggèrent qu'elle était probablement impliquée avec 2 des 3 hommes de Quantum Tech que tu as mentionnés, Christophe Thibault et Édouard Mercier. Et elle a passé un appel à Petit depuis son portable dimanche, ce qui confirme pratiquement qu'elle couche avec lui aussi. Mon Dieu, marmonnai-je. Je n'étais pas complètement surpris,
mais avoir mes soupçons ainsi confirmés de manière flagrante m'a frappé de plein fouet, comme un coup soudain à la tête. Laure interrompit mes sombres pensées. Écoute, laisse-nous quelques jours de plus pour tout relier. L'équipe de Zoé garde un œil sur le téléphone portable de Béatrice, le micro dans son sac à main et les micros dans ta maison. Ils examinent également ses relevés téléphoniques et ses cartes de crédit. Il s'avère qu'elle a 2 cartes à son nom de jeune fille, et les factures vont à une boîte postale. Étais-tu au courant de cela? Putain, non, répondis-je, me sentant toujours abasourdi. Guillaume, je sais que c'est dur, dit Laure avec sympathie. Peux-tu tenir encore un peu et garder ton sang-froid pendant que nous terminons? Je le dois, Laure. Je vais y arriver, la rassurai-je. Penses-tu qu'il pourrait retenter quelque chose contre moi? Il y eut un silence. Puis elle dit prudemment, c'est possible, mais ils seront prudents, surtout après ce qui est arrivé à ta voiture. Ils ne voudront pas que des connexions remontent jusqu'à eux. Si tu prends des précautions raisonnables, en évitant les endroits isolés et tout ça, tu devrais être en sécurité. Tu veux que j'assigne quelques personnes pour veiller sur toi? Non, c'est trop risqué avec les gens de petits dans les parages. Je m'en occuperai moi-même. Je t'appellerai jeudi. Je suis désolé, Guillaume, dit Laure, son ton étonnamment doux. Oui, moi aussi, ai-je répondu avant de raccrocher. Le mercredi a été l'un des pires jours que j'ai connus en tant qu'adulte. J'ai réalisé que mon mariage était terminé. Mon meilleur ami de longue date me trahissait avec ma femme, et l'un ou l'autre d'entre eux cherchait peut-être à me nuire. J'ai passé la journée au bureau, me sentant isolé et submergé, incapable de partager mes tourments avec qui que ce soit. Bien que je semblais travailler et discuter occasionnellement avec Sophie, j'étais en réalité obsédé par des pensées de vengeance, attendant que l'équipe de Laure me fournisse les détails dont j'avais besoin pour finaliser mes plans. J'ai réussi à maintenir les apparences en tant qu'époux aimant pour Béatrice ce soir-là, partageant une soirée normale de dîner, de télévision et de proximité. Son charme a temporairement apaisé mon dégoût et ma colère, mais la façade s'effondrait. Le lendemain matin, j'ai conduit la Peugeot de Béatrice au travail, choisissant d'utiliser sa voiture par précaution, anticipant que son irritation serait bientôt le moindre de ses problèmes. J'ai commencé ma journée au bureau en donnant à Sophie une liste pour réorganiser mon emploi du temps, qu'elle a accepté sans chercher de détails. Mon seul rendez-vous était avec Olivia Roux de notre agence de relations publiques à 10 heures. Nous nous sommes rencontrés avec des machines à bruit blanc en marche pour assurer la confidentialité. Après son départ, j'ai déjeuné seul à mon bureau et me suis préparé pour l'après-midi. Jacques Petit a appelé pour demander une réunion immédiate, mais j'ai demandé à Sophie de lui dire de revenir à 16 heures, soupçonnant qu'il pourrait surveiller mes activités. Sa réaction suggérait qu'il était effectivement mal à l'aise, ce que j'ai trouvé étrangement rassurant. À 13 heures, j'étais prêt dans la salle de conférence, équipé seulement d'un ordinateur portable et d'une caméra cachée prête à enregistrer, prêt pour la suite. J'ai salué le technicien qui est entré, « Bonjour. Tu dois être Thomas, n'est-ce pas ?» Il a souri, content d'être reconnu. « Oui, Monsieur Cooper. Thomas Renard. Tout est prêt. Besoin d'une démo ou je vous laisse? Montre-moi juste s'il te plaît, ai-je répondu. J'ai besoin de l'enregistrement de mes réunions cet après-midi. Thomas a ajusté la caméra cachée pour notre espace de travail et nous l'avons brièvement testée. La carte mémoire dure 8 heures, donc elle devrait couvrir tout, a-t-il dit. J'ai remercié Christophe et après son départ, j'ai ajusté les paramètres de l'ordinateur portable, mis en veille l'écran et me suis détendu. Peu de temps après, Christophe Thibault a frappé et est entré prudemment. « Christophe, entre, installe-toi, ai-je dit. Ça te dérange si on enregistre notre conversation? » Il avait l'air préoccupé et perplexe. « Guillaume, De quoi s'agit-il? Nous y viendrons bientôt. As-tu bien compris ce que Sophie t'a dit? Cette réunion est strictement confidentielle. Acceptes-tu de ne discuter d'aucune partie avec qui que ce soit chez Quantum Tech, ni maintenant ni à l'avenir? » Il haussa les épaules, toujours mal à l'aise. « Oui, bien sûr, Guillaume, tu es le patron. Et tu es d'accord pour qu'on filme? Je suppose, mais pourquoi tout ça?
Je l'interrompis. Attends un instant, Christophe, tout deviendra bientôt clair. En me penchant en arrière, je conservais une expression neutre, observant son malaise. Enfin, j'ai rompu le silence. Christophe, je sais tout de toi et de ma femme. Il sursauta visiblement, tentant sans succès de paraître calme. Ses yeux ne pouvaient croiser les miens, fuyant mon regard. Guillaume, je ne suis pas sûr de ce dont tu parles. Pas besoin de faire l'innocent, Christophe. J'ai les preuves ici même. J'ai menti avec assurance, tapotant une épaisse chemise manille posée à côté de moi sur la table. Mais maintenant, je veux l'entendre de ta bouche. Tu es dans de beaux draps, et si tu ne dis pas la vérité, ça ne fera qu'empirer. J'ai connu des négociations difficiles dans ma carrière, mais je n'ai jamais vu un homme avoir l'air aussi misérable que Christophe à ce moment-là. J'ai savouré chaque instant de son malaise en attendant qu'il essaie de se sortir de la situation dans laquelle il était pris. Après un moment, il a dit « Guillaume, peut-on éteindre la caméra ?»« Non, on ne peut pas. » Dis-le franchement, Christophe. J'attends. Quand a commencé cette histoire, et comment ? Et comment as-tu justifié d'avoir une liaison avec la femme du patron pendant des mois dans son dos ? Il gardait son regard fixé sur la table. Merde, Guillaume, ça a commencé il y a environ 3 ans et a duré environ 4 mois. Je suppose que tu sais déjà tout ça. Béatrice, elle m'a séduit. C'est aussi simple que ça. Il marqua une pause brusque, se crispant un peu à l'idée de ce que cela devait paraître. Je suis resté silencieux, et finalement, il a continué. Rachel et moi vous connaissions, toi et elle, depuis des années, et elle avait toujours été un peu coquette. Bon sang, qui ne le serait pas avec ce charisme ? Il bafouilla, repensant clairement à son choix de mots. Enfin, elle a été très entreprenante avec moi lors d'une retraite d'entreprise, celle que nous avons eue dans ce domaine en Provence. Il était assez clair qu'elle était intéressée, mais je ne pouvais pas croire qu'elle le pensait vraiment. Puis, 2 semaines plus tard, elle m'a appelé pendant que tu étais à Londres et m'a demandé de venir à la maison. Christophe prit une profonde inspiration avant de continuer. Quand je suis arrivé là-bas, elle portait cette tenue, provocante. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai essayé de partir, je te jure, mais elle m'a attiré, a fermé la porte à clé, et s'est juste tenue là, adossée contre, me regardant avec un sourire aux lèvres. Puis elle a dit quelque chose de fou du genre « Je te désire depuis longtemps, Christophe, et maintenant je vais t'avoir. » Je suis désolé, Guillaume, vraiment. Je me sens comme le plus grand des connards en ce moment. Mais j'avais 39 ans, et je n'avais jamais été avec une femme aussi captivante que Béatrice de toute ma vie. Je savais que c'était mal, mais je n'ai pas pu résister. C'était comme si rien d'autre n'avait d'importance. Christophe était assis la tête entre les mains, fixant le sol, complètement vaincu. Combien de temps cela a duré, et comment cela s'est-il terminé ? Ai-je demandé. Elle a mis fin à tout ça. Un jour, sans crier gare, elle a dit en avoir assez, et elle n'a pas été gentille non plus. Je pense que c'était parce que je refusais de faire ce qu'elle voulait. Et qu'est-ce qu'elle voulait ? Ai-je demandé, ma voix froide. Il leva les yeux vers moi pour la première fois depuis qu'il avait commencé à se confesser, capable maintenant de soutenir mon regard. Elle voulait que je crée de faux comptes pour voler de l'argent à Quantum Tech. C'était tout pour l'argent, Guillaume, rien d'autre. Elle disait que tu avais des millions, et elle voulait une plus grosse part pour elle-même. Elle me posait beaucoup de questions, au lit après que nous. Tu sais, au début, j'ai cru qu'elle plaisantait, mais elle n'arrêtait pas d'en parler. Finalement, je lui ai dit que je ne le ferais pas. Il se redressa sur sa chaise. Je ne vais pas te mentir, Guillaume, plus maintenant. Je n'ai pas refusé à cause de la morale ou de la loyauté envers toi ou Quantum Tech. À ce moment-là, j'aurais tout fait pour rester avec Béatrice. Mais je ne voyais pas comment faire ce qu'elle voulait sans risquer d'être attrapé, et je n'étais pas prêt à aller en prison, même pas pour elle. Donc quand Béatrice a réalisé que je ne le ferais pas, elle m'a largué. C'était probablement pour le mieux, surtout que Rachel commençait à soupçonner une liaison. Mais ça s'est terminé avant qu'elle ne trouve des preuves.
J'ai nié encore et encore, juste menti et menti, juré que c'était des projets de travail supplémentaires. Je ne pense pas qu'elle m'ait vraiment cru, mais elle a un peu laissé tomber. J'ai tout fait pour arranger les choses avec elle, et heureusement, nous sommes toujours ensemble. Nous sommes restés silencieux pendant plusieurs minutes. Une grande partie de ce que Christophe a révélé était une information nouvelle pour moi. L'équipe de Laure avait déjà trouvé des preuves de leur liaison, de nombreux appels téléphoniques et des emails suggestifs entre Christophe et Béatrice, datés précisément. Cependant, le récit de Christophe selon lequel Béatrice avait initié l'affaire et ses projets de détournement d'argent de l'entreprise étaient de nouvelles révélations. Je me suis levé. D'accord, Christophe, nous en avons fini pour aujourd'hui. Rentre chez toi pour le week-end. Ne retourne pas à ton bureau et ne parle de cette conversation à personne à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. C'est clair? J'ai parlé d'un ton détaché et ferme. Oui, Guillaume. Christophe semblait soumis et craintif. Nous parlerons lundi, Christophe. D'ici là, rentre chez Rachel et les enfants. Ma conversation avec Édouard Mercier à 13h30 s'est déroulée de manière similaire. Édouard avait gravi les échelons chez Quantum Tech. Il supervisait les ventes internationales et le marketing avant de devenir le numéro 2, sous mes ordres bien sûr. Béatrice l'avait ciblé quelques mois après avoir rompu avec Christophe, selon les enregistrements téléphoniques et les emails, et cela avait duré plus de 6 mois. Étant célibataire, il n'était pas aussi prudent. Édouard a expliqué que Béatrice plaisantait initialement sur le fait de voler dans l'entreprise, mais que cela était devenu progressivement plus sérieux. Il a admis avoir envisagé divers moyens de le faire, mais n'a jamais trouvé de méthode qui ne l'exposerait pas à trop de risques. Pour être honnête, Guillaume, a avoué Édouard, la raison pour laquelle je ne me suis pas impliqué est que l'entreprise est bien gérée, le contrôle financier est strict, et je ne voyais pas comment m'en sortir. Quand j'ai finalement avoué cela à Béatrice, elle a perdu tout intérêt pour moi. Ma discussion avec Luc Durand, trésorier de Quantum Tech, a pris une direction complètement différente. Quand j'ai dit « Luc, je sais pour toi et ma femme », il m'a regardé avec surprise, mais n'avait pas l'air contrarié. « Qu'est-ce que tu veux dire, Guillaume ?»« Luc, j'ai les photos ici même, et je dis en tapotant le dossier beige. Il est inutile de le nier. Des photos ? Il semblait un peu agacé. Je ne sais pas ce que tu as là, Guillaume, mais si c'est ce que je pense, tu devrais parler à Béatrice, pas à moi. Je le croyais. Il semblait sincèrement irrité, et Laure avait confirmé qu'il n'avait rien trouvé entre lui et Béatrice, à part un appel téléphonique de sa part. D'accord, Luc, je te crois. Peux-tu me dire ce qui s'est passé alors ? Il était toujours contrarié. Elle m'a invité chez elle, Guillaume. A parlé d'une fête surprise, m'a demandé mes idées sur ce que tu aimais. Ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Quand je suis arrivé là-bas, elle, enfin, tu as vu les photos. Elle portait quelque chose, inapproprié. Elle m'a entraîné à l'intérieur, m'a embrassé sur la joue et a essayé de m'embrasser sur la bouche. Je suis sûr que c'est sur les photos. Qu'as-tu fait ensuite ? Demandai-je, ma voix plus douce maintenant. Je lui ai dit que je ne pouvais rien faire avec elle. Elle est mariée à mon patron, bon sang. J'ai déverrouillé la porte et suis retourné à ma voiture. Je suis juste resté là, essayant de comprendre ce qui s'était passé, puis je suis parti. Je ne voyais pas l'intérêt de te le dire, Guillaume. Rien ne s'est passé, et honnêtement, j'avais peur que tu me blâmes au lieu de Béatrice. Alors j'ai laissé tomber. Et maintenant te voilà en train de m'accuser de... Sa voix devenait plus forte de colère, alors je l'ai interrompu. Calme-toi, Luc. Laisse-moi t'expliquer. Je viens de découvrir que Béatrice me trompait avec au moins 2 autres personnes au travail, et j'essaie de comprendre ce qu'il se passe. Je te crois. Je ne pense pas qu'il se soit passé quelque chose entre vous deux. Sa colère s'est dissipée, et la surprise a pris le dessus. 2 autres personnes ? Mon Dieu. Je me suis reculé. Je me souviens avoir entendu une rumeur à propos d'elle et de Christophe il y a quelques années. Je n'y croyais pas à l'époque, pensais que c'était juste des commérages parce qu'elle est attirante. Mais après ce qui s'est passé avec toi,
J'ai commencé à me poser des questions. Pourtant, je suis resté en dehors de tout ça. Nous avons parlé un peu plus. Je l'ai rassuré sur ma confiance, je me suis excusé de l'avoir accusé et j'ai souligné le besoin de confidentialité. Puis il est parti. Alors que je réfléchissais à ce que j'avais appris, Sophie est entrée dans la salle de conférence. Guillaume, Jacques Petit est dehors et il est pratiquement en panique. Je sais que tu as programmé sa réunion pour 16 heures, mais il est désespéré de te voir tout de suite. Il dit que c'est urgent, une question de vie ou de mort. S'il n'y avait pas les agents de sécurité, il aurait probablement fait irruption ici. Que dois-je faire? Je lui ai souri. Donne-moi juste 5 minutes, puis tu pourras le laisser entrer. Je voulais ces 5 minutes pour savourer ce qui allait se passer. Découvrir que ton meilleur ami souhaite ta mort n'est pas un événement quotidien, et avoir la possibilité de se venger est encore plus rare. Quand Jacques Petit est entré dans la salle de conférence, il était visiblement nerveux. Il avait l'air d'avoir trop bu d'espresso, bien qu'il essayait de paraître calme. « Salut, Guillaume. Qu'est-ce qui se passe ?» Il essayait de paraître décontracté, mais sa voix trahissait ses nerfs. « Bonjour, Jacques. Merci d'être venu. Tu veux de l'eau ou quelque chose ?» Il a secoué la tête. « Qu'est-ce que c'est que cette installation de caméra ?» J'ai souri et dit « Je pensais enregistrer les réunions aujourd'hui. » « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» Il semblait très mal à l'aise, mais tout ce qu'il a réussi à dire était « Pas de problème, pas du tout. » Mais que se passe-t-il? Quand j'ai croisé Luc Durand dans l'ascenseur, il m'a juste regardé bizarrement et a continué son chemin. J'ai tourné l'ordinateur portable vers lui et dit « Jette un œil. » Alors qu'il cliquait sur la souris, l'économiseur d'écran a disparu, révélant une image figée d'une vidéo tournée dans ma chambre plus tôt dans la semaine. On y voyait Béatrice dans une situation compromettante avec Jacques. Après un moment, Jacques m'a regardé, son visage exprimant un choc complet. J'ai attendu qu'il bafouille « Guillaume, avant de lui asséner un puissant coup à son œil droit. Il a basculé en arrière, heurtant sa tête sur le sol moquetté, sa chaise roulante s'éloignant de la table. Debout au-dessus de lui, j'ai retiré le gant d'hiver épais de ma main. Elle pulsait encore douloureusement, mais je ne pensais pas m'être cassé les phalanges. Je suis resté là un moment, souriant tristement et frottant ma main endolorie, attendant que Jacques reprenne conscience. Il a fallu plusieurs minutes avant qu'il n'ouvre les yeux, gémit et se touche le visage. Devenant plus alerte, il m'a cherché du regard et s'est rapidement assis contre le mur, semblant à la fois gêné et prudent. « Tu en veux encore, espèce de salaud traître ? Je pourrais encore te frapper de mon autre main, » ai-je dit avec désinvolture, presque légèreté. « Oh, mon Dieu, non, Guillaume. » Il a regardé vers la porte, comme s'il pesait s'il pouvait s'enfuir ou si je le rattraperais avant qu'il ne puisse s'échapper. « Oublie ça, Jacques. Ces 2 gardes sont toujours dehors. Ils ne partent pas tout de suite. » Nous sommes restés là un peu plus longtemps, et je l'ai regardé tristement contempler sa situation. Il espérait probablement que je ne savais pas tout, mais il allait être cruellement déçu. « D'accord, Jacques, lève-toi et rassieds-toi à la table. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te frapper à nouveau. Ce qui t'attend ensuite sera bien pire que ça. » Prudemment, il s'est levé et s'est installé sur une chaise à environ 3 mètres de moi, gardant ses yeux fixés sur mon visage. « Je ne vais pas perdre beaucoup plus de temps avec toi, espèce d'ordure. Mon prétendu meilleur ami depuis l'université, tu es une honte. » Il n'a pas jugé bon de répondre, alors j'ai continué. « Non seulement tu as couché avec ma femme et essayé de me voler, mais tu as comploté pour mettre fin à ma vie ?» À cela, il a brusquement relevé la tête, me regardant avec surprise et alarme. « Et maintenant tu vas te faire de nouveaux amis en prison. » Béatrice m'a tout avoué, continuai-je, mentant maintenant effrontément. Et je sais que le vol et le plan de meurtre étaient entièrement ton idée. Ce n'était pas suffisant de me trahir? Tu as pensé que me tuer serait la cerise sur le gâteau? Pour l'amour de Dieu, Guillaume, ce n'est pas vrai. Il semblait désespéré. Elle ment. J'admets que j'ai eu une liaison avec Béatrice.
Il est inutile de le nier maintenant. Mais voler de toi et planifier ta disparition, c'était entièrement son idée. J'ai essayé à maintes reprises de la dissuader. Et quand cela a échoué, tu t'es dit, et puis zut, et tu as arrangé le sabotage de ma voiture. C'est ça? Il baissa la tête, évitant mon regard. En quelques minutes, il avoua tout. L'affaire avait commencé de la même manière qu'avec Christophe et Édouard. Béatrice avait été très entreprenante et Jacques n'avait pas pu résister. Il prétendait avoir repoussé ses avances quelques fois avant de céder. Mais à la fin, ce détail n'avait pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Il ne m'en avait jamais parlé, et il avait fini par coucher avec elle. Après environ 3 mois à coucher avec Jacques, Béatrice avait commencé à parler de voler une partie de mon argent. Contrairement aux autres impliqués auparavant, Jacques avait accepté de participer à son plan. Il avait mis en place une fausse filiale et avait réussi à faire transiter des paiements légitimes par le biais des comptes clients, les détournant vers la fausse entreprise. En tant que responsable de la sécurité, ce qui incluait la supervision des finances, il avait empêché les autres de regarder de trop près son stratagème. En environ 7 mois, il avait détourné environ 1,8 million d'euros. C'était principalement ce que l'équipe de l'or avait déjà découvert. Mais Béatrice n'était pas satisfaite de cela, Guillaume. Maintenant Jacques parlait ouvertement. Il se fichait de la caméra. Il voulait se confesser. Il n'était pas si sans cœur qu'il ne ressentait pas de remords pour ce qu'il m'avait fait. Elle disait que tu avais tellement d'argent foutu que 1 ou 2 millions pour elle n'était pas suffisant. Ce n'était pas juste. Alors j'ai fermé le compte et j'ai effacé mes traces du mieux que j'ai pu. 1 mois plus tard, elle a commencé à parler de te supprimer. Ensuite, nous pourrions être ensemble, Jacques, ce genre de choses. Tu pourrais diriger l'entreprise ou laisser les autres la diriger pendant que nous profiterions de cet argent. Elle ne lâchait pas l'affaire. Chaque fois que nous étions ensemble, elle avait un nouveau plan pour ce que nous ferions ensuite. Une fois que tu serais mort et qu'elle aurait ton argent. Et tu l'as cru? Demandai-je incrédule. Il soupira lourdement. J'étais stupide, Guillaume. L'affaire était enivrante. La chose la plus palpitante qui me soit jamais arrivée. Et je me suis convaincu qu'elle m'aimait. J'étais définitivement amoureux d'elle, ou du moins je le croyais. J'ai résisté pendant longtemps, mais ensuite elle a commencé à laisser entendre que si je ne le faisais pas pour elle, peut-être que nous n'étions pas faits pour être ensemble. Après quelques semaines de cela, il semblait que je n'avais pas le choix. Guillaume, Béatrice est un monstre impitoyable. Une fois qu'elle avait une idée en tête, elle ne lâchait pas prise. Alors finalement, j'ai passé des coups de fil et trouvé un gars qui savait comment faire ce genre de choses. Il a dit que trafiquer ta ligne de frein serait facile et si bien fait, personne ne se douterait de rien. Il m'a regardé avec angoisse sur le visage. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Comment pourrais-tu? Mais je n'arrive toujours pas à croire que je l'ai fait. C'était comme si j'étais quelqu'un d'autre. Comme si Béatrice m'avait programmé et que je suivais simplement ses ordres. Comme si j'étais sa marionnette. Avais-tu l'intention de réessayer? Je connaissais déjà la réponse, ayant vu la vidéo que Laure m'avait envoyée. D'une voix tendue, il a dit « Elle le voulait ». J'ai insisté pour que nous attendions quelques semaines pour éviter les soupçons sur la voiture. J'essayais de la retarder au maximum, mais elle ne voulait pas abandonner. Elle était déterminée. Il a enfoui son visage dans ses mains. Jacques était anéanti, vaincu. Il n'a même pas essayé de nier ce qui s'était passé. Je lui ai demandé au sujet de l'argent volé et sans hésitation, il m'a donné les détails des 2 comptes offshore où il l'avait caché, sauf environ 60 000 euros. Béatrice a déjà dépensé ça. Il était un peu après 16h30. J'ai remis Jacques aux gardes qui le garderaient jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Puis je me suis adossé à la chaise de la salle de conférence en attendant Béatrice, prévue pour arriver à 17h. À chaque nouvelle révélation, la vérité choquante s'enfonçait plus profondément. Non seulement ma femme m'avait trompé et volé, mais elle avait aussi tenté de me tuer. Comment une personne peut-elle même commencer à comprendre cela? Que signifiait le fait d'avoir vécu avec cette femme, pour la plupart heureux, pendant plus de 8 ans sans vraiment savoir qui elle était?
Béatrice est entrée dans la salle de conférence environ 20 minutes en retard comme d'habitude, paraissant glamour mais légèrement agacée. Chérie, de quoi s'agit-il? Sophie m'a pratiquement ordonné de venir ici te rencontrer, mais elle n'a pas dit pourquoi. Y a-t-il un problème avec l'entreprise? Et pourquoi m'as-tu laissé sans voiture ce matin? Je l'ai observé attentivement, percevant à travers son irritation. Derrière la façade, Béatrice était inquiète. Il est très probable qu'elle et Jacques aient passé toute la journée au téléphone, essayant de comprendre ce qui se passait. Ma chérie, assieds-toi, d'accord. Ce ne sera pas facile pour moi. Je suis resté silencieux, luttant contre mes émotions, observant sa lutte pour rester calme. J'étais déterminé à savourer chaque instant de cette confrontation. Après un silence tendu, pendant lequel le genou de Béatrice gigotait nerveusement, j'ai enfin parlé. « Béatrice, je sais que tu m'as trompé. Comment as-tu pu me faire ça? Je croyais que tu m'aimais. » Elle essaya de rester immobile, mais ses yeux se sont écarquillés et elle s'est légèrement crispée. J'ai observé comment elle a rapidement ajusté son expression pour en afficher une de tristesse et de sympathie. C'était remarquablement rapide. Elle devait s'y attendre. Mon amour, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. C'est juste que, je suppose que tu étais tellement absent et j'ai... Elle s'est interrompue, les larmes aux yeux. C'était convaincant. J'aurais pu être influencé si je ne connaissais pas déjà toute la vérité. Toujours en pleurs, elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Guillaume, y a-t-il un moyen pour que tu me pardonnes? Je ne veux pas te perdre. Je ne sais pas, Béatrice, je ne sais vraiment pas. Puis, après une pause, mais j'ai besoin que tu m'en parles. Quand a commencé cette histoire? Combien de temps a-t-elle duré? Et pourquoi? Surtout, pourquoi as-tu fait ça? Chérie, s'il te plaît, ne me force pas à en parler. Nous pouvons passer outre, je te le promets. Je te le compenserai. Je serai la meilleure épouse que tu puisses. Non, Béatrice, dis-je, ma voix se brisant intentionnellement. Si nous voulons avancer, tu dois être honnête avec moi, ici et maintenant. Quand a commencé cette histoire? Combien de temps a-t-elle duré? Je l'avais coincée et j'en savourais chaque instant. Elle ne savait pas de quelle liaison j'étais au courant. En parlant au passé, je lui ai fait penser que ce n'était peut-être pas Jacques, mais quelqu'un d'autre. Maintenant, elle devait deviner. Et si elle se trompait, elle admettrait une liaison dont je ne connaissais soi-disant même pas l'existence. À contre-cœur, Béatrice a commencé à expliquer. Comme je te l'ai dit, Guillaume, c'était. Tu étais souvent absent et je me sentais seul, abandonné. Je sais que ce n'est pas juste, tu travaillais si dur et tu réalisais tant de choses en construisant l'entreprise pour nous deux. Mais je suppose que j'ai laissé cela m'affecter. Et puis j'avais bu quelques verres de vin et quand il a tenté quelque chose, j'ai juste cédé. J'ai ri en moi-même. Belle tentative, Béatrice. Mais tu n'es pas encore tirée d'affaire. Quand est-ce que cela s'est passé, Béatrice? J'ai vraiment besoin de savoir. Soudain, elle se leva, fit le tour de la table et tenta de se jeter dans mes bras, les larmes coulant sur son visage, en pleurant. Guillaume, je suis tellement désolé. Mais je la retins, continuant de plonger mon regard dans le sien et demandai à nouveau. Quand était-ce? Je vis un rapide calcul mental traverser ses yeux. Elle soupira, s'assit sur la chaise à côté de moi et avoua, il y a un peu plus de 3 ans. Elle avait misé sur Christophe Thibault. Je ris en moi-même. Belle tentative, Béatrice. Dommage que tu ne saches pas qu'il n'y a pas de bon choix. Et, la poussai-je. Elle me regarda, la frustration transparaissant un peu sous son expression affligée, réalisant qu'elle n'avait pas beaucoup de choix. Ça a duré quelques mois. Je ne sais pas pourquoi, Guillaume, j'ai juste perdu le contrôle. Je savais que c'était mal et finalement j'ai dit à Christophe que je ne pouvais pas continuer. Ça me déchirait. Je pleurais tout le temps et... Christophe? La coupai-je en criant. Tu m'as trompé avec Christophe aussi? Le regard qu'elle me lança à ce moment-là était indescriptible. Frénétiquement, la peur dans ses grands yeux, elle dit « Chérie, je ne comprends pas.
Édouard Mercier n'était pas le seul? Je hurlai. Tu as couché avec 2 de mes employés? Qu'est-ce que tu pensais? Elle essaya d'interrompre pour me ralentir, mais j'étais lancé. Pour l'amour de Dieu, Béatrice, comment réparons-nous ça? Comment pourrais-je jamais te faire confiance à nouveau? Tout le monde chez Quantum Tech a dû se moquer de moi dans mon dos. La femme du patron couche avec le personnel. Faites la queue, elle finira par vous atteindre. Avec qui d'autre as-tu couché? Le concierge? Non, chérie, je te jure que c'était juste les deux. Comment puis-je te faire confiance? Exigeai-je. Tu aurais pu coucher avec tous ceux avec qui j'ai fait affaire. As-tu couché avec Michel Durand avant qu'il ne parte? Et notre ami Thomas ou le mari de Lisa, David ou Jacques? Béatrice saisit sa chance. Son visage devint sérieux et elle tendit les mains pour tenir les miennes. D'une voix calme et sincère, elle dit « Guillaume, je te le jure devant Dieu, ce n'était que ces deux-là. Et c'était il y a des années. Je le regrette profondément. Depuis, je t'ai été complètement fidèle. Et je le serai pour le reste de ma vie. » La pièce tomba dans le silence. Je la regardais avec un mélange de lassitude et de tristesse, cachant la satisfaction que je ressentais en sachant que sa chute était imminente. « D'accord, Béatrice, dis-je lentement. Donc tu m'as trompé avec 2 de mes employés, mais ensuite tu as arrêté. Tu t'es reprise en main et as décidé de redevenir ma fidèle épouse. Est-ce cela? Oui, mon amour, répondit-elle, l'espoir commençant à luire dans ses yeux. Eh bien, il y a juste une dernière chose que je dois te demander, dis-je, en faisant glisser l'ordinateur portable devant elle. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? J'ai appuyé sur quelques touches. Cette fois, l'économiseur d'écran a disparu et la vidéo a commencé à jouer. Nous avons regardé Jacques faire plaisir à Béatrice, ses gémissements de plaisir audibles alors qu'elle l'encourageait. Oui, oui, chérie, Jacques comme ça. Oui, mon amour, juste là. Je dois donner du crédit à Béatrice. Elle n'a pas reculé devant l'ordinateur portable comme s'il s'agissait d'un serpent. Elle n'a pas essayé de fuir la pièce et elle n'a même pas crié. Il y a juste eu un rapide « oh » qui a été interrompu presque aussitôt qu'il a commencé. Puis, après quelques secondes, elle a fermé l'ordinateur portable et s'est tournée vers moi. Son expression avait radicalement changé par rapport à quelques instants plus tôt. Maintenant, son visage était tendu de colère, ses yeux étincelaient et ses lèvres se retroussaient en une moue. « D'accord, Guillaume, tu m'as surprise. Bravo. Que veux-tu que je dise? Oui, j'étais avec Jacques et il m'a satisfaite bien mieux que tu ne l'as jamais fait. C'est ça, Béatrice? Est-ce que cela justifie pourquoi tu as essayé de me faire tuer? » Cela l'a frappée de plein fouet. Elle s'est figée, me fixant un moment, et tout ce qu'elle a pu articuler a été « Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. » Vraiment? Ai-je dit calmement. J'ai ouvert l'ordinateur portable, appuyé sur quelques boutons, et les tourné pour qu'elle puisse voir. On y voyait notre cuisine avec Béatrice et Jacques assis à la table en peignoir. Béatrice parlait. « Je m'en fiche, Jacques. On a eu de la malchance et la voiture n'a pas eu d'accident. Tu peux réessayer. Béatrice, tu ne comprends pas à quel point c'est risqué. Si quelqu'un commence à enquêter là-dessus, il... N'importe quoi. Tu as complètement détruit la voiture, n'est-ce pas? Ainsi que plusieurs autres. Qui va soupçonner quoi que ce soit? On a juste besoin d'une autre façon de s'en débarrasser. Tu ne peux pas l'empoisonner ou organiser une fusillade et faire croire à un cambriolage? » J'ai appuyé sur un bouton et la vidéo s'est arrêtée. J'ai souri à Béatrice. Dommage que j'ai cette vidéo. Chérie? Ça va être assez difficile de nier toute implication devant la justice. J'ai observé les yeux glacés de Béatrice alors qu'elle essayait de trouver une issue à ce piège. Elle ne faisait plus semblant d'être désolée ou affectueuse. Quand elle a enfin parlé, sa voix était basse et emplie de mépris. « Tu ne porteras jamais ça à la police, Guillaume. Ça te ridiculiserait et ruinerait la réputation de Quantum Tech. Le PDG d'une entreprise multinationale de plusieurs milliards d'euros et sa femme qui couche avec le personnel. Tu deviendrais la risée du monde entier. » Elle s'est adossée, l'air satisfait et méprisant.
J'ai appelé Sophie et lui ai demandé d'amener Olivia Roux. Lorsqu'elle est arrivée, elle s'est assise en face de Béatrice et moi, lançant des regards pleins de mépris à ma femme. Olivia, Béatrice ici pense que ce serait un désastre pour moi et mauvais pour les affaires si je décidais de la faire arrêter pour vol qualifié et tentative de meurtre. Pourquoi ne lui dis pas ce que tu m'as raconté plus tôt aujourd'hui ? Avec un grand sourire, Olivia a répondu, bien sûr, Guillaume. Toute cette histoire, Béatrice, Jacques et leur petit plan foireux, va dominer l'actualité pendant des semaines. Ça a tout ce qu'il faut. De l'argent, de la trahison, une tentative de meurtre, une femme très attirante, la trahison entre meilleurs amis, tu vois le tableau. Ça sera plus gros que n'importe quel scandale de célébrité récent. Olivia a continué, Béatrice sera le scandale du mois et Quantum Tech aura plus de publicité que jamais. Même avec 500 millions d'euros en publicité, Guillaume sera sur tous les grands talk shows, émissions du matin, tu vois le tableau. Il sera vu comme l'honnête homme d'affaires travailleur qui s'est fait duper par une femme perfide et son pantin. Quand le procès se terminera et que Béatrice et Jacques seront derrière les barreaux, tous les grands magazines économiques auront couvert Quantum Tech en détail. Guillaume pourrait même remporter un prix d'entrepreneur de l'année. La société pourrait générer 100 millions d'euros de nouveaux contrats et Guillaume recevra probablement 10 000 lettres de femmes voulant être la prochaine Madame Cooper. Certaines pourraient même envoyer des photos. C'est une aubaine pour Quantum Tech. Olivia a souri narquoisement. Ce n'est pas si génial pour votre femme, Béatrice, du moins pas pour le moment, mais vous êtes sur le point de rendre un homme riche et prospère encore plus riche et prospère. En tant que responsable des relations publiques, je n'aurais pas pu imaginer mieux. Olivia a fait un clin d'œil et a quitté la pièce, laissant Béatrice abattue pour la première fois. J'ai décroché le téléphone. Sophie, tu peux envoyer les gendarmes maintenant. Les 14 mois suivants ont été remplis de drames. Béatrice et Jacques ont été inculpés de multiples crimes, dont tentative de meurtre et fraude. Les avocats de Quantum Tech ont intenté une action en justice pour récupérer les fonds volés révélés par les aveux de Jacques. J'ai également demandé le divorce pour adultère. Leurs avoirs ont été gelés en raison des poursuites judiciaires, les laissant dépendre des avocats commis d'office une fois libérés sous caution. J'ai mis Béatrice à la porte et obtenu une ordonnance restrictive appuyée par une vidéo la montrant avec Jacques en train de planifier une autre tentative sur ma vie. Elle a emménagé chez une amie et n'a jamais cherché à me recontacter. J'ai renvoyé Christophe et Édouard le lundi suivant. Édouard a demandé une référence positive, ce à quoi j'ai consenti. Christophe a proposé de témoigner contre Béatrice en échange d'aide pour trouver un emploi, mais j'ai refusé, lui rappelant que j'avais sa confession sur bande. J'ai promu Luc Durand au poste de directeur financier, lui faisant confiance pour assumer le rôle et trouver des remplaçants pour les autres postes. Le procès de Béatrice et Jacques a commencé environ 7 mois plus tard et a duré presque 3 semaines. J'y assistais de temps en temps, observant comment ils ne parvenaient pas à nier leurs actes, leur défense se renvoyant la responsabilité. Béatrice a tenté de charmer les jurés masculins avec son apparence et ses mensonges, mais la vidéo la compromettant était trop concluante. Béatrice et Jacques ont été reconnus coupables de 8 chefs d'accusation majeurs et encourent une peine de 10 à 15 ans de prison. L'attention médiatique autour du procès a permis à Béatrice de conclure des accords pour des interviews, finançant ainsi des avocats de renom qui ont depuis déposé des appels. Presque tout l'argent volé, à l'exception de 72 000 euros, a été restitué à Quantum Tech. Avec la fermeture de la société de sécurité de Jacques, je me suis tourné vers Laure Chevalier à Marseille pour une recommandation. Elle m'a suggéré Rémi Martinez, désireux de déménager à Paris et d'élargir son activité. Je l'ai engagé pour gérer la sécurité de Quantum Tech. Lors d'une visite au bureau de Laure, elle m'a montré une vidéo inattendue de Béatrice avec Marcus Jennings, un avocat qui avait rédigé notre contrat de mariage mais qui tentait désormais, sans succès, de trouver des failles pour Béatrice. Après avoir révélé le comportement éthiquement douteux de Marcus, il a été radié du barreau et j'ai intenté un procès contre lui, récupérant 240 000 euros que j'ai donnés à des œuvres de charité.
Le scandale a considérablement renforcé la notoriété de Quantum Tech. Olivia Roux avait prédit avec précision l'agitation médiatique. Nous sommes apparus dans les principaux médias et avons connu une augmentation de près de 20% de notre activité. Olivia a dû embaucher 3 nouveaux employés pour gérer l'attention médiatique. Nous avons également reçu plus de 8000 lettres de femmes, certaines assez directes. J'ai confié à l'un des stagiaires d'Olivia le soin de répondre à ces lettres, ce qui aurait pu être une tâche intéressante pour lui. Des femmes célibataires et des divorcées locales ont commencé à se rendre aux événements où je prenais la parole. Béatrice m'avait comblé au lit jusqu'à ce que tout s'effondre, donc je n'ai pas ressenti le besoin d'explorer d'autres options immédiatement. J'ai eu des rendez-vous avec 4 femmes qui me plaisaient et j'en ai couché avec 2, bien que j'aurais pu le faire avec les 2 autres si je l'avais voulu. Cependant, j'ai rapidement réalisé que le mode de vie décontracté n'était pas vraiment fait pour moi. Après quelques semaines à travailler étroitement avec Olivia, j'ai réalisé que c'était quelqu'un avec qui j'aimerais sortir. Cela fait presque 1 an que nous nous voyons. Aucun de nous ne se précipite vers le mariage, mais c'est quelque chose que nous pourrions envisager à l'avenir.